Alors comment ça va les amis? Bon ben voilà, mon projet est en cours, le vélo est en train d'être monté, j'attends les roues. Bientôt je vais vous balancer plein de nouvelles sur le chantier. Là j'ai prévu un gros chantier en Haute-Saône euh, qui sera en fait la création d'une sorte de pergola en bois, bambou et toile imperméable. Euh, Comme je vais faire quelques assemblages et que je vais travailler la finition de manière un peu intéressante, je ne manquerai pas de vous faire des vidéos sur le sujet. En attendant, vous pouvez retrouver tout de suite un peu plus de détails par rapport au vélo. Allez, bon visionnage. Alors voilà, en train d'être monté mon vélo. J'ai fait déjà une vidéo rapide sur le sujet, donc vous avez vu que j'étais en train de faire ça. Par contre, je pense que maintenant sur la toile, il y en a pas mal qui voudraient en savoir un peu plus. Alors, moi j'ai calculé par rapport à mon chantier. Finalement, il me faut généralement 4-5 boîtes d'outils. Donc, ces 4-5 boîtes d'outils vont pouvoir être tranquillement logées sur l'avant du véhicule. Il y a une charge maximale qui est autorisée par le cadre qui est environ de 250 kg. Sur le site de Bulit, il y a marqué que c'était 150 kg global maximal, mais en fait, en discutant avec les fabricants, ils m'ont expliqué que cette limitation était essentiellement due aux roues. Donc, si vous achetez un Bulit déjà tout monté, vous allez vous retrouver avec cette limitation-là, c'est-à-dire qu'au-delà, bon ben, ils garantissent rien. Mais il s'avère que c'est quand même une machine qui est extrêmement solide. Après, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire partir sur des roues qui sont faites en quelque sorte sur mesure. Il existe des moyeux tandem par exemple qui acceptent un poids important. Il existe des moyeux spécifiques au vélo électrique ou au BMX qui supportent des poids spécifiques. Et entre autres, pour ma part, je suis parti sur un modèle renforcé de chez DT Suisse qui est un modèle qui s'appelle le hybride en 36 trous. Donc ça permet de mettre pas mal de rayons et donc de pouvoir supporter une bonne charge. Et puis après, pour les jantes, c'est pareil. Il existe des jantes de différentes qualités structurelles et de différents poids. Alors le poids sur un vélo cargo, c'est pas forcément le truc qui est le plus important. Faut faire attention à ça bien sûr, mais quand on met ça en perspective avec ce qu'on déplace, l'individu, donc le bonhomme, et puis tout le matos, etc. Bon, au final, c'est pas 300 grammes qui vont changer vraiment la chose. Donc, il y a les. Alors, je sais plus la marque, mais c'est le modèle qui s'appelle Andrea 40, qui a un modèle en termes de rapport qualité-prix assez stupéfiant. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, les roues, il faut compter un budget aux alentours de 300 à 700 euros. Pour ma part, c'est autour des 500 euros qu'elles m'ont coûté. Quand j'ai croisé dans une association les vélos cargo pour la première fois, d'ailleurs une salutation à Vélo Campus à Besançon parce que c'est vraiment une super asso. Ils ont beaucoup de motivation, ils ont des bonnes idées, ils ont une très bonne éthique et ça fait quand même pas mal d'années qu'ils baroudent. Elle a été créée il y a 10 ans je crois et ils sont toujours actifs, ils ont toujours l'intention de se renouveler et de communiquer avec la fraîcheur du démarrage. Donc ça c'est vraiment félicitations quoi, parce que une asso aussi ancienne souvent a tendance à s'endormir et à pas faire grand chose. Et donc dans cette démarche là, j'ai aussi pu contacter des charpentiers qui bossent en vélo cargo. Alors ils sont pas en France, mais voilà. Le créateur de Bulit, enfin du Bulit de chez Larry's and Harry's, enfin un des deux créateurs était charpentier et a bossé sur des vélos cargo pendant plus de 20 ans en tant que charpentier. Il y a quelqu'un que j'ai pas encore rencontré, mais apparemment il y aurait un ferronnier d'art à Lons-le-Saunier qui bosse aussi en vélo cargo.
C'est assez étonnant, j'espère pouvoir le rencontrer rapidement pour pouvoir discuter, mais globalement, je me suis rendu compte que les préjugés que j'avais sur les vélos cargo étaient infondés. On peut déplacer beaucoup de manière intelligente et en gagnant pas mal de fric finalement. Quand on fait l'addition, je ne sais pas si vous avez fait ça un jour, l'addition réelle du coût d'un véhicule motorisé, mais moi quand je me suis amusé à faire ce petit exercice sur mon camion, j'ai un peu tourné de l'œil parce que par rapport à notre puissance financière, par rapport à notre mode de vie, même sans parler d'écologie, c'est énormément d'argent. Entre l'assurance, qui coûte un peu plus d'une trentaine d'euros, entre les différentes pièces à changer et même si on fait soi-même la mécanique, le coût des réparations est quand même élevé. Les pneus, c'est très cher. D'ailleurs, c'est super drôle parce que si on met des pneus haut de gamme sur le camion, on peut s'en sortir avec un billet sans trop forcer qui est au-dessus de 600 euros pour les 4 pneus. Je dis pneus, mais bon, je sais qu'on ne dit pas comme ça, mais je dis cheval aussi, alors ça compense. Et sur un vélo, même si on met le top du top du top, on va s'en sortir pour 60 euros, ou sinon on est con quoi. Enfin, il y a la possibilité de mettre des pneus beaucoup plus chers, mais même si on met des pneus beaucoup plus chers, on va aller 150 euros à tout casser. Bon, maintenant vous avez entendu assez de pneus dans la vidéo. Il faut rajouter l'essence, qui est très cher et qui au fil du temps finit par facturer assez sévère, parce que pour ma part, en faisant très attention, les trajets que j'ai à faire sont courts. J'en fais le minimum par jour, c'est-à-dire 2, un aller, un retour. Et ben malgré tout, je suis entre 100 euros et 140, 150 euros. C'est difficile à calculer si on ne tient pas des comptes réguliers et précis, ce que je n'ai malheureusement pas fait l'année dernière. Mais en faisant des estimations, je faisais un peu plus d'un plein par mois. Donc ça correspond à ce tarif-là. Quand on met ça tout au bout, on a une note qui s'élève à plus de 1500 balles pour le véhicule, si on n'a pas de crasse, si on n'a pas de gros problèmes. C'est énorme, c'est complètement dingue, parce qu'en fait, avec ces 1500 balles, on peut faire beaucoup d'autres choses, y compris régler les problèmes que le vélo va poser éventuellement pour transporter des charges que lui ne pourra pas avoir, qu'il ne pourra pas transporter. Au final, je me rends compte que là où j'achète mes matériaux, c'est soit quand par exemple j'ai déplacé mes grumes, là je pouvais pas le faire en camion, donc il a fallu que je fasse appel à un grumier. Quand on a amené du sable, quand on a amené de la terre sur le terrain, ben c'est pareil, il a fallu déplacer des camions et j'ai pas pu le faire avec mon trafic. Comme je maçonne pas, j'ai pas allé chercher mes sacs de ciment ou des trucs comme ça que je pourrais mettre dans le camion. Donc le camion ne sert pas à ça. Finalement, l'achat de matériaux d'isolation ou des choses comme ça, eh ben c'est tout livré sur le terrain. Donc comme c'est livré sur le terrain, j'ai encore une fois pas besoin de mon trafic. Parce que je vais pas aller acheter les 3 trucs du mur S que j'ai oublié de faire chez un revendeur local. J'essaye d'aller à la source pour gagner de l'argent. Et si j'ai acheté des sacs de chaux à Saint-Astier, eh ben, j'aurais plutôt tendance à aller faire une commande de gros à Saint-Astier directement, plutôt que passer par un revendeur pour lui prendre 3 sacs, et puis plus tard 10 sacs, et puis plus tard 5 sacs. Donc voilà. Donc globalement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas donner légitimement le rôle du réel du trafic dans ma vie quotidienne. En gros, c'était juste un outil de déplacement pour me déplacer moi, pour déplacer mon kleps, et puis pour déplacer je sais pas, les 5 boîtes ou 7 boîtes d'outils pour la journée. Et si je fais attention à ma journée de travail, alors je me rends compte que je peux rationaliser les éléments que j'amène sur le chantier. Et au lieu de remplir mon camion de tous les outils et puis pas savoir ce que je vais faire le lendemain, je m'en fous, j'ai mes outils. Et bien là,
je vais préparer mon chantier de manière beaucoup plus ordonnée pour prendre que les outils qui me sont nécessaires pour la tâche du jour. Et comme ça, je me déplace en vélo. Et ça, c'est génial. Et ça veut dire aussi que je peux ne pas culpabiliser et prendre mon vélo et aller faire un tour dans la région sans me dire oh putain t'as pété du gasoil pour rien, enfin pour rien, pour t'amuser quoi. Et ça c'est chouette aussi. Vous allez peut-être me dire ouais mais au niveau de la pollution c'est bien gentil mais là t'as des batteries au lithium. Réflexion que moi je me suis faite, où le moteur vient de Chine, réflexion aussi qu'on peut se faire, où le cadre vient de Copenhague. Alors oui, effectivement, là, il y a un coût en CO2 qui est important au niveau des éléments qui sont nécessaires à assembler pour avoir ce vélo-là, mais le coût est bien moindre qu'une voiture qui, elle, demande beaucoup plus de composants qui vont coûter beaucoup plus au déplacement et qui viennent d'aussi loin finalement. Parce que quand vous regardez votre bagnole, vous regardez à l'intérieur de la bagnole, vous regardez votre autoradio, vous regardez votre système électronique, vous regardez tout ça, vous regardez quels matériaux sont utilisés, et ben finalement ils ont eux aussi parcouru pas mal la planète. Et pour ce qui est du côté recyclable des batteries lithium, alors pour l'instant la technologie est au point, mais elle n'est pas standardisée au niveau du recyclage. Mais on sait parfaitement recycler le lithium. On sait recycler le lithium en séparant tout de la batterie lithium. On sait récupérer les métaux lourds qu'il y a dans la batterie lithium, on sait récupérer le lithium qui est dans la batterie lithium, on sait recycler tous ces éléments-là. C'est juste qu'aujourd'hui, l'industrie n'a pas choisi de le faire réellement. Mais c'est quelque chose qui va forcément devoir se faire à un moment donné. Donc, il y a l'extraction des métaux lourds, des métaux de sang, il y a l'extraction du lithium et surtout le raffinage du lithium qui est terrible pour la planète. Mais encore une fois, il faut mettre ça en perspective par rapport à ce que vous avez dans votre téléphone, ce qu'il y a dans mon appareil photo. C'est pas comme un véhicule électrique type voiture, qui là par contre doit vraiment avoir l'équivalent de la puissance qui est nécessaire pour une maison en termes de capacité de stockage et d'énergie. On a sur ce véhicule un assemblage de batteries 18650 qui sont utilisées par exemple là-dedans aussi. Donc c'est des batteries qui sont comme ça. On a un assemblage de plusieurs batteries pour arriver à avoir 48 volts et 20 ampères dans ce cas précis. Donc c'est une suite de séries et de mise en parallèle pour arriver à monter en même temps le voltage et l'intensité finale de l'ensemble. C'est ça que j'apprécie aussi, c'est que en termes de maintenance, il n'y a rien de secret. Il n'y a absolument rien de secret. Tout le monde sait, qui veut apprendre à démonter une chaîne peut démonter une chaîne. Qui veut comprendre comment la mécanique fonctionne, c'est simple comme bonjour. C'est ça aussi qui est assez intéressant parce que ça veut dire que on peut réparer ça à échelle humaine sans problème, à la différence des véhicules qu'on a à l'heure actuelle. Au niveau du déplacement, on m'a dit assez souvent là, ces derniers temps, quand les badauds s'arrêtent à regarder le vélo, ils me disent oui mais tu peux parcourir combien de kilomètres? Avec une batterie de 20 ampères, 48 volts, si je force pas sur la pédale, je devrais atteindre, enfin si je force pas sur le moteur, je veux dire, si je donne au véhicule l'effort aussi de mes jambes et que j'y mets un peu du cœur, je devrais atteindre une autonomie d'environ 100 km chargée, avec les montées et descentes qu'il y a dans la région. Et ça c'est un minimum, c'est le minimum que j'attends de ça. Il s'avère qu'avec un tout petit coup de pouce de panneaux solaires, on peut très facilement avoir un véhicule qui va avoir une autonomie de 300 km et pouvoir repartir le lendemain. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés sur cette question de l'autonomie du véhicule, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas encore le truc, mais je pense que si vous êtes intéressé à la question, vous êtes déjà tombé dessus, mais je préfère le dire, n'hésitez pas à regarder ce qui gravite autour du Sun Trip. C'est une course assez ahurissante. La dernière, c'était 12 000 km à vélo, donc de la place des terreaux à Lyon jusqu'à Shenzhen en Chine.
Et il n'y a que des vélos électriques qui ont un stockage par batterie et qui rechargent les batteries uniquement et strictement que par le soleil. D'ailleurs, il y a un des éléments d'élimination nette dans le règlement intérieur du Suntrip qui est l'utilisation d'un chargeur. Le chargeur est autorisé que dans des cas très très particuliers, très extrêmes, après validation d'un conseil ou je sais pas quoi, mais globalement, voilà, ces vélos n'ont d'autre système de charge que le soleil. Et ils parcourent plus de 300 bornes par jour et ils font 12 000 km sans problème. Et ils arrivent à la fin de la course, le vélo n'est pas en train de fumer et d'être détruit. Donc c'est un moyen de locomotion qui est absolument viable. Et ça c'est quelque chose qui a du mal à rentrer dans la tête de beaucoup de gens. Si vous habitez en ville, si vous avez des déplacements en cours, que vous savez que vous allez faire vos courses obligatoirement à quelques dizaines de kilomètres de chez vous, etc., etc. Enfin, on peut repenser notre transport avec le vélo électrique. Je vous dis pas virer la bagnole, ma femme garde la sienne, mais pour le moment en tout cas. Mais en tout cas, on peut au moins faire un compromis parce que c'est pas si cher. Ce vélo est cher, mais vous pouvez tout à fait atteindre un vélo électrique aux alentours sans penser aux gens qui fabriquent leur vélo de A à Z tout seuls ou qui ont des super combines où ils vont se faire chier à aller recycler un vélo d'occasion pour adapter un moteur dessus, etc. Mais un kit d'électrification, ça coûte aux alentours de 600 euros. Un bon kit d'électrification. Euh, bon, moi je suis parti sur un moteur pédalier parce que ça me permet d'avoir cette flexibilité au niveau de la cassette arrière pour avoir 11 vitesses avec une grosse marge comment dire, pas de ratio vitesse couple entre les extrêmes. Ça me permet aussi de changer les roues, de gérer une crevaison, etc. de manière plus simple parce que ça reste un vélo classique à ce niveau-là. Maintenant, il existe aussi des moyeux électriques qui peuvent se poser soit à l'arrière, soit à l'avant. Pour avoir essayé des moyeux électriques avant de véhicules, quand vous êtes sur un terrain qui est un peu limite, c'est un peu casse-gueule en fait, même clairement casse-gueule. Roulez pas sur de l'herbe mouillée avec un vélo électrique avec le moyeu avant électrifié. Ne roulez pas non plus sur la neige, ça c'est un conseil que je vous donne. Gérez bien la notion de poids sur la roue avant et sur la roue arrière pour pas vous retrouver avec une roue avant qui patine et qui part sur le côté quand vous accélérez. Donc voilà, les deux solutions pour moi vraiment viables au niveau du vélo électrique, c'est électrification du moyeu arrière ou électrification du pédalier. Et là, vous avez quelque chose qui tourne autour de 600 euros. Et après, ben voilà, recyclez votre vélo. Et puis comme ça vous coûte rien que 600 euros, avec la batterie comprise. Donc c'est vraiment chouette. Et si vous voulez partir dans un délire solaire, eh ben c'est pareil, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Il suffit d'avoir au minimum 50 watts crête de panneau pour recharger une batterie qui est de 16 ampères heure. À partir du moment où vous passez le cap des 16 ampères heure, c'est bien d'avoir des panneaux solaires qui sont supérieurs à 80 watts crête. Et puis après, à partir de 100 watts crête, ben vous êtes tranquille en fait. Avec un régulateur PWM, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un régulateur MPPT sur ce genre de concept. Même si vous avez une perte effectivement qui est importante avec le PWM par rapport au MPPT, mais le MPPT, il a une problématique, c'est que vous allez trouver des modèles en 48 volts qui ont une capacité qui est supérieure à 30 ampères parce qu'ils sont prévus pour alimenter des grosses structures. Et vous n'allez pas trouver un tout petit régulateur MPPT qui de surcroît est par exemple un peu étanche, parce que c'est bien sur un vélo électrique d'avoir un truc qui quand même supporterait éventuellement d'avoir 3 gouttes sur lui sans tout griller. Vous trouverez beaucoup plus de choses à votre portée en PWM et pour beaucoup moins cher.
Dans les petits détails à savoir quand même, c'est que quand vous achetez un moteur pour un cadre qui s'adapte au niveau du pédalier, vous allez avoir plusieurs types de moteurs et essentiellement des moteurs qui finalement ont besoin de pas mal d'infos pour fonctionner. Et entre autres, il y a cette idée problématique de faire savoir au contrôleur quand est-ce que le véhicule freine. Alors vous avez la possibilité d'adapter sur n'importe quel type de levier de frein des systèmes à aimant qui en fait vont déconnecter le moteur, enfin envoyer une information au régulateur pour que le moteur se coupe. Mais moi j'ai pas choisi cette option là parce que c'est quand même des solutions un peu cheap et au final en termes de budget et en termes d'entretien, je voulais pas non plus partir sur des freins hydrauliques. Donc je suis resté sur du frein à câble, du frein mécanique. J'ai donc décidé de mettre deux freins à disque de chez Avid, les BB07, un truc comme ça. Et au moins comme ça me permet d'utiliser les leviers de frein qui ont été mis dans la boîte du moteur et qui ont un système déjà intégré de déconnexion et qui me semble beaucoup plus durable que sur les autres solutions où on vient rajouter quelque chose et où bon, peut-être qu'en termes de durabilité c'est pas forcément top. Après voilà, si vous partez d'une conception qui part de zéro, de chez Bafang, il n'y a pas grand chose à enlever, à part éventuellement le plateau. En fait, pour pouvoir aligner correctement la chaîne avec la cassette, enfin les cassettes derrière, et puis le plateau, il y a un problème de profondeur. Donc ce problème de profondeur, je vous le montrerai au montage avec les roues, mais sachez d'ores et déjà qu'il existe plein de différents plateaux adaptables sur les moteurs Bafang et que j'en ai sélectionné un qui va très bien pour le Bullitt, qui est celui-là, je vais vous le montrer. Alors vous avez des plateaux adaptables sur les moteurs Bafang chez Précy Alpes, qui est apparemment une marque française, qui est vraiment idéal par rapport au Bullitt parce qu'il est vraiment de la profondeur nécessaire pour que la chaîne soit bien dans l'axe du centre de la cassette qui est à l'arrière. Donc voilà, je vous conseille vraiment de ne pas partir sur les plateaux de chez Bafang. Peut-être partir sur celui-là qui vous permettra d'ailleurs d'augmenter le couple global, puisqu'ils sont de diamètre inférieur à ceux livrés chez Bafang, même s'il existe toute une gamme. Pour ceux qui veulent vraiment de la vitesse, bon, il faudrait un plateau plus grand. Pour ceux qui ne connaissent pas Bullitt, c'est vraiment un super cadre de chez Larry's and Harry's, ou l'inverse, je sais plus. Et ils ont chez eux l'amortisseur de direction qui est en option et qui permet donc d'ajuster comment dire, la force nécessaire pour tourner le guidon et qui amortit les chocs au roulement. C'est vraiment une super solution, donc ça se règle via la molette ici. Et vous pouvez donc régler la dureté du vérin. Et c'est une super solution pour ceux qui envisagent de porter pas mal de charge ou de rouler à une certaine vitesse. Donc voilà, dans le genre de petites options à rajouter sur votre cadre, n'hésitez pas, cette option elle est vraiment chouette. Vous avez sinon à part ça toutes les vis qui sont en acier inoxydable, donc ça c'est cool aussi. Il y a vraiment pas mal de points d'accroche, donc vous en avez sur cette partie là, vous en avez au dessus, vous en avez sur les côtés. Donc pour ceux qui sont fans du Bullitt mais qui savent pas, qui sont pas encore chauds pour acheter un cadre et tout ça, sachez que livré avec le cadre, vous avez le guidon qui est ajustable. Donc ça c'est vraiment chouette.
Tous les chemins de câble sont correctement tracés. C'est vraiment du bon matos. Moi j'en suis super content. Bon bah je dois attendre mes roues maintenant. On se revoit bientôt sur la route. Allez, à plus les amis.